Albin Chalandon écarté de la présidence d'Elf-Aquitaine, son mandat venait à expiration ce mois-ci, le gouvernement ne l'a pas renouvelé, ce qui représente une surprise. Les premiers chiffres de l'INSEE sur l'inflation du mois de mai, 0,6 ou 0,7%. Mois de hausse, nous l'avons dit hier, pour le chômage. Nouveau coup de boutoir contre le régime du général Pinochet au Chili. 2 morts, de nombreux blessés dans des manifestations la nuit dernière. Enlèvement d'un leader syndical. Le gouvernement durcit son attitude. Et puis nouvelle modification des assurances auto, des malus moins sévères, mais aussi des bonus moins avantageux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un nouveau président donc pour Elf-Aquitaine. Le conseil d'administration devrait choisir demain Michel Pecker en remplacement d'Albin Chalandon. Albin Chalandon, c'était une figure de l'industrie pétrolière française. Voilà 6 ans qu'il était à la tête de cette société nationale qu'est Elf-Aquitaine et son indépendance d'esprit avait été plusieurs fois remarquée. Avant comme après le 10 mai 81. Cette fois-ci, elle lui coûte son siège. À la surprise de la plupart des observateurs, on pensait jusqu'à hier que l'État passerait sur son opposition farouche aux projets gouvernementaux de restructuration de la chimie. À l'heure du déjeuner, on apprenait donc qu'Albin Chalandon avait perdu sa partie de bras de fer face à Laurent Fabius et que Michel Pecker, donc longtemps patron du commissariat à l'énergie atomique, le remplacerait. Jean-Claude Renaud, le film de l'événement. La dernière allocution devant l'Assemblée des actionnaires. 2 heures plus tôt, Albin Chalandon a appris qu'il ne sera pas reconduit. Le ministre de l'Industrie, Laurent Fabius, n'a pas apprécié que le président de la société nationale, Elf-Aquitaine, traîne les pieds pour mener à bien la restructuration de la chimie lourde. L'ancien ministre du général de Gaulle estime, lui, que le plan du gouvernement impose à son entreprise des charges inacceptables. Mais cette fois, le ministre n'a pas cédé. Chalandon doit partir. Pourtant, les petits actionnaires privés, venus nombreux et hostiles aux successeurs, ont bien senti que cette affaire révèle une autre bataille. Entre un gouvernement déterminé à appliquer sa politique industrielle et des chefs d'entreprise nationalisés attachés à leur liberté d'action. Demain, mesdames, messieurs, sera désigné un nouveau président d'entreprise. J'espère que la fraîcheur de son élection lui donnera la force de tenir cette ligne au-delà de laquelle s'ouvre l'univers des abandons et derrière eux des pertes. Je vous remercie. Il a fallu plus d'1 an au gouvernement pour trancher le dossier chimique. Certains PDG d'entreprises publiques doivent se demander ce soir comment interpréter l'exemple Chalandon. Eh oui, Philippe, ça c'est une affaire industrielle, mais aussi donc forcément politique, en tout cas politisée. Peut-être, oui. En tout cas, comme dans une fable de La Fontaine, 2 grandes entreprises nationalisées, ne parvenant pas à s'entendre, vont trouver leur ministre de tutelle, le ministre de l'Industrie, et lui demandent son arbitrage. C'est normal. Celui-ci l'a rendu, c'est également normal. Ce départ de M. Albin Chalandon, qui estime que le choix proposé par le gouvernement peut porter préjudice à son entreprise, illustre quand même les rapports parfois difficiles entre l'État actionnaire et ses grands groupes nationalisés. L'État veut parfois jouer en effet son rôle d'actionnaire et les dirigeants de ces grands groupes veulent rester maîtres chez eux tout à fait. Déjà, dans le passé, M. Chalandon avait croisé durement le fer avec un ministre de l'Industrie, c'était M. Giraud, qui l'empêchait d'acheter un grand groupe aux États-Unis, et cela se passait sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Mais l'affaire va effectivement, Patrick, être politisée. En effet, M. Chalandon n'est pas seulement un gestionnaire aux qualités extrêmement reconnues, c'est un homme politique important. Cet ancien ministre gaulliste a su mener Elf-Aquitaine, 2e groupe français et champion en ce qui concerne les bénéfices, non seulement sous le septennat de M. Giscard d'Estaing, mais aussi sous celui de M. Mitterrand. Et ce départ va d'autant plus faire couler d'encre que l'on va se poser la question, est-ce qu'il n'amorce pas une redistribution des cartes, un changement des rapports entre l'État et ses grands groupes nationalisés? Non, dit-on au ministère de l'Industrie, nous laissons entièrement libres de leur gestion les grands groupes nationalisés, mais en tant qu'actionnaires, nous entendons nous mêler des grands choix stratégiques. Mais il ne serait quand même pas étonnant que dans l'avenir, on assiste à certains conflits. Par exemple, lundi dernier, M. Delors rappelait aux banquiers, il faut davantage vous préoccuper des entreprises.
Deux autres informations économiques avant de passer à l'étranger. Le nouveau record du dollar, on en a pris l'habitude, 7 francs 74, du jamais vu. Et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de mai, estimation provisoire de l'INSEE, a confirmé donc dans une dizaine de jours, plus 0,6 ou 0,7%, sensible décélération, dit le ministère de l'économie. C'est la moitié de ce qui s'était passé en effet en avril où les prix avaient atteint le seuil dangereux de 1,3%. Pour l'instant, depuis le début de l'année, en 5 mois, la hausse est d'un peu plus de 4,5%. Ce n'est pas un résultat satisfaisant, bien sûr, d'autant qu'hier, nous vous l'avons dit, le chômage reprenait sa progression après un long répit de 6 mois. Nouvelle épreuve donc pour le gouvernement chilien, nouvelle vague de protestations et, comme la dernière fois, 2 morts, plusieurs centaines d'arrestations. Ce sont des concerts de klaxons et de casseroles qui ont donné le signal du départ la nuit dernière, à 20h, heure locale, des manifestations. Un certain nombre de lumières se sont alors éteintes à l'appel des organisateurs, le commandement national des travailleurs. Les forces de l'ordre ont barré l'accès des rues du centre de la capitale, Santiago, et ont fait usage de leurs armes. 2 personnes ont été tuées par balle, 6 ont été blessées et de nombreux manifestants ont été arrêtés. 58, dit le ministère de l'Intérieur, 350, dit la presse, qui rappelle notamment l'arrestation du secrétaire général du syndicat du cuivre. Ce n'est pas la première fois qu'une partie de la population chilienne proteste aussi violemment et aussi vivement. Il y a 1 mois déjà, le 11 mai, la police avait réprimé pareille manifestation. Alors après 10 ans de silence, plus personne aujourd'hui ne semble vouloir du régime du général Pinochet, qui avait pourtant séduit plusieurs couches de la population après le renversement de Salvador Allende. Didier Régnier. 11 septembre 1973. Un coup d'État militaire met fin à la première expérience marxiste issue d'élections libres en Amérique latine. Le président Allende est renversé, le palais de la Moneda est en flammes, les chars quadrillent le pays. L'état de siège est proclamé, le Parlement est dissous, toute activité politique suspendue et la censure est imposée par la junte militaire. À la tête de celle-ci, le général Pinochet, il devient président de la République dès 1974. Le coup d'État s'accompagne de milliers d'arrestations. Image symbole de la répression qui s'abat sur le pays, celle du stade national de Santiago, transformé pour l'occasion en un véritable centre de détention où l'on parque la population. De là, les Chiliens partent en exil ou en déportation. Parfois, ils disparaissent à tout jamais. Pour créer un nouveau Chili, le général Pinochet s'inspire des théories ultralibérales de l'américain conservateur Milton Friedman. Il lance son pays vers un modernisme effréné en pratiquant le culte de la consommation et en bradant le secteur étatique. Les capitaux étrangers affluent, l'inflation est ramenée de 500% à 15%, on réduit les barrières douanières qui gênent les importations, ce qui permet, entre autres, aux voitures japonaises d'inonder le marché. Le régime militaire attire les financiers et l'on enregistre une croissance moyenne de 7% par an. Les exportations de cuivre représentaient les 3/4 des rentrées de devises. Le général Pinochet réduit cette proportion à moins de la moitié et développe parallèlement la production agricole, l'industrie du bois et les pêcheries. La révolution capitaliste est en marche, mais elle a oublié beaucoup de monde et commence à s'essouffler. Le référendum de 1978, la nouvelle constitution en 1981, renforce la position du général Pinochet. Celui-ci célèbre avec faste le 9e anniversaire de la prise du pouvoir, il y a un peu moins d'1 an. Mais la crise est bien là et le réveil est dur. Le chômage atteint 30% de la population. Les crédits étrangers se sont ralentis alors que la dette extérieure atteint 130 milliards de francs. Le produit intérieur brut a chuté de 14%, l'inflation atteint 23%, le peso est dévalué et le pouvoir d'achat diminue de 27% en 1982. Les grèves se multiplient. À San Antonio, par exemple, les ouvriers protestent contre une loi qui mettra fin au monopole des syndicats dans les docks. Des soupes populaires permettent aux familles de soutenir ces mouvements de grève.
L'Église, elle aussi, est présente dans toutes ces luttes. Elle dénonce la misère qui règne dans les bidonvilles. Et les premiers exilés qui reviennent en Europe témoignent de la violation quotidienne des droits de l'homme. Ce Chilien a été torturé à l'électricité. Et j'y suis attaché des mains, des pieds et la tête. Et ils prennent les électrodes sur les oreilles, sur les mains, sur les pieds, dans la poitrine, dans les jambes. Il applique la courant électrique dans tous les corps. Appauvri et affamé, le peuple chilien n'a plus peur de descendre dans la rue pour manifester et demander le retour à la démocratie. Figure populaire du Chili, Madame Neruda, la femme du poète chilien, soutient toutes ces revendications. Le 9 mai, les journalistes se bâillonnent et protestent contre la censure gouvernementale. Le 11 mai, les étudiants occupent le campus universitaire. Et les avocats tentent d'organiser une réunion dans le palais de justice. Ils sont dispersés à coups de matraque. Et lorsque la nuit tombe, des milliers de manifestants sont encore dans les rues. Les femmes tapent symboliquement sur des casseroles, comme elles l'avaient fait à la veille de la chute d'Allende. La situation n'est contrôlée qu'à l'aube et le bilan est lourd, 350 arrestations, des dizaines de blessés, 2 morts. À l'enterrement des victimes dans un quartier populaire de Santiago, on crie Pinochet, assassin. 10 ans après le coup d'État, la junte militaire n'a pratiquement plus d'appui, même parmi les classes moyennes qui l'avaient soutenue. Reste l'armée, jusqu'où et jusqu'à quand? Deuxième gros dossier à l'étranger ce soir, la Pologne bien sûr. À la veille de l'arrivée du pape, les autorités multiplient les mises en garde contre d'éventuelles manifestations politiques à partir de demain, alors que l'on prépare donc cette venue du pape pour jeudi. Le vice-premier ministre Rakowski monte en première ligne pour agiter la carotte et le bâton. La visite du pape, dit-il, peut contribuer à la normalisation du pays. Elle peut créer les conditions d'une annulation de la loi martiale, mais cela dépend en particulier de l'attitude du pape lui-même. Et il a ajouté que la France se trouvait au premier rang des pays qui manifestent leur malveillance et leur hostilité au gouvernement. Mais si l'on en croit un sondage Paris Match ABC News effectué en Pologne même, les Polonais eux-mêmes manifestent pareille hostilité. Quand on leur demande ce qui représente le mieux la Pologne aujourd'hui, eh bien ils répondent à 1% le gouvernement, à 1% également le parti, à 2% l'armée, à 14% Solidarité, à 24% l'Église et à 41% le pape. Un sondage très dur pour le général Jaruzelski, considéré d'abord comme un homme de Moscou et plein d'espoir. Ce sondage, en la visite du pape, 3 Polonais sur 4 estiment que ce voyage aura une conséquence historique pour la Pologne. Alors justement, le pape sort-il de son rôle strictement religieux en se rendant en Pologne? Eh bien c'est la question à laquelle tente de répondre Jean-Claude Darigo. 1979, premier voyage du pape en Pologne. Enthousiasme, délire, respiration de liberté. Je reviendrai, déclare Jean-Paul II. Pour les Polonais, c'est le début d'une ère nouvelle. Les syndicats se mobilisent. Le gouvernement contraint et forcé signe les accords de Gdansk. Solidarité a gagné. Lech Walesa fait la une des journaux, avec en arrière-fond le sourire et la bénédiction du premier pape polonais de l'histoire. Très vite, le climat se détériore et la répression reprend ses droits. Walesa est emprisonné, Solidarité passe à la clandestinité. Entre Varsovie et le Vatican, les allées et venues se multiplient. Le cardinal Glemp essaye de tenir la situation à bout de bras. Derrière, Jean-Paul II fait agir sa diplomatie tous azimuts. La Pologne est son affaire. Il consulte, il parle, il suggère et agit. L'opinion internationale, c'est son droit, passe toutes ses interventions à la grille politique. Trop simple, répond-on à Rome, ne confondez pas tout, le pape a d'autres mobiles. Je comprends que le pape aille pour la seconde fois en Pologne, parce qu'il sent ce peuple plus éprouvé, il le connaît mieux, il voit mieux dans quelle disposition il se trouve, et à quel point il a besoin de son aide.
Je comprends qu'il fasse un second voyage en Pologne. Son cœur l'y conduit, mais il sent aussi que ces gens-là ont droit à sa présence. Mais je ne pense absolument pas que le pape aille apporter aux responsables politiques de la Pologne un impératif ou une ligne de conduite, ne serait-ce que parce qu'il respecte celle des évêques. Politique oui ou politique peut-être, le Vatican n'en est pas de toute façon à ses premières armes. Tout a commencé sous Jean XXIII. Avec sa bonhomie, il ouvre des portes irrémédiablement fermées à l'Est. Nikita Khrouchtchev lui envoie un télégramme de félicitations pour son anniversaire, un symbole, un appel du pied. C'est le début de l'ostpolitique, de l'ouverture de l'Église aux pays communistes. Les 70 millions de soviétiques de religion catholique reprennent espoir. Cheville ouvrière de l'opération, Agostino Casaroli, l'actuel secrétaire d'État du Vatican. Il multiplie les voyages derrière le rideau de fer, signe les accords d'Helsinki et de Vienne. L'Église catholique, avec l'accord des papes Paul VI puis Jean-Paul II, continue son dialogue avec les gouvernements communistes. Sur place, les épiscopats locaux sont réservés. À Rome vit un grand vieillard de 92 ans, le cardinal Slipy. Leader de l'église ukrainienne, il a passé 20 ans de sa vie dans les camps de concentration soviétiques. Il est définitivement marqué, mais il continue la lutte. Pour lui, toute compromission avec le communisme tourne au désavantage de l'église et finalement à sa destruction. Au séminaire ukrainien, la jeune génération partage son analyse. Pourquoi que le diable a tendu la main au Christ? Pour le faire tomber. C'est la même chose comme avec les communistes. La foi, c'est la liberté. La foi n'est pas un esclavage. Le sens du communisme ne permet pas de liberté religieuse, parce que ce sont deux doctrines contradictoires. Ukraine, Lituanie, Tchécoslovaquie, Pologne, des situations différentes et pourtant un point commun. La confrontation du christianisme avec un système qui a maintes fois répété que la religion était l'opium du peuple et qu'elle devait disparaître. Dans les discussions Église-État communiste, ce présupposé sert de toile de fond. La politique du Vatican, un équilibre difficile, toujours remis en question, dans un monde où les 850 millions de catholiques vivent des situations politiques, économiques et humaines, souvent aux antipodes les unes des autres. Mais Pologne chapitre 2 sera une étape délicate entre toutes. Ce soir, tous les grands syndicats français, à l'exception de la CGT, organisent un meeting de soutien à Solidarité, à la Mutualité, à Paris. Le président de la CFTC, Jean Bornard, revient tout juste de Pologne. Il a rencontré là-bas le directoire de Solidarité clandestine, donc, avec notamment Zbigniew Bujak, que vous avez récemment vu interrogé par Daniel Lecomte, et qui, tout à l'heure, pendant 5 minutes, a pu souhaiter la bienvenue au pape sur Radio Solidarité, qui est une émission évidemment interdite et qui a été brouillée. À Moscou, fin du plénum du comité central du parti et réponse à la question que posait hier Georges Bortoli, Yuri Andropov a-t-il pu introduire ses hommes au Politburo? Réponse non. Pas de changement majeur de cette instance suprême des décisions au parti, aucun limogeage, juste l'élection d'un nouveau suppléant. Voilà donc pour l'essentiel des informations à l'étranger. Politique, nouvelles annulations d'élections municipales dans la région parisienne. Antony, Aulnay-sous-Bois, la Queue-en-Brie, Villeneuve-Saint-Georges. À chaque fois, il s'agissait de maires communistes. Et puis dans le Var, Draguignan et la Seine-sur-Mer. Il y a même eu une nouvelle inversion de résultats. Après Villepinte et Limeil-Brévannes, c'est à Noisy-le-Grand que le tribunal administratif a décidé de proclamer élu la liste d'opposition en remplacement du conseil municipal, dirigé donc par la communiste Marie-Thérèse Gutmann. Cet après-midi, à l'Assemblée, le Premier ministre a essayé de dédramatiser la situation en réponse aux questions du RPR Roland Ningesser, de l'UDF Georges Messmin et ici du communiste André Lajoigny. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été définitivement statués sur les réclamations. La loi confère donc explicitement un effet suspensif à toute procédure d'appel en matière d'élection municipale. Ce point mérite d'autant plus d'être souligné qu'en matière administrative, telle n'est pas la règle générale. Mais justement, en matière électorale, la loi précise ce point et pose le principe du caractère suspensif de l'appel. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation était donc fondé
à maintenir en place les équipes municipales qui gèrent actuellement les communes de Villepinte et de Limay-Brévannes. Il ne lui appartient pas de faire exécuter un jugement qui n'est pas exécutoire. Là encore, le gouvernement se borne, comme c'est son devoir, à respecter strictement la loi. Toujours à l'Assemblée, le gouvernement a décidé de demander un vote bloqué sur le projet de loi concernant le 9e plan. À 23h15, Hervé Claude animera un débat sur le sujet entre François Daubert, UDF, et Dominique Tadei, PS. Et puis à l'instant, ce sondage Ipsos François apparaît donc dans François de demain. Les cotes de François Mitterrand et de Pierre Mauroy atteignent leur niveau le plus bas depuis 81, 32% de satisfaits pour le président de la République, 47% de mécontents, 27% de satisfaits, 49% de mécontents pour le Premier ministre. Le mouvement de protestation des gardiens de prison commence demain, durée indéterminée. Les 3 syndicats qui le lancent, CGT, Force ouvrière et Autonome, représentent environ 4 gardiens sur 5. Hervé Brusini. Dans les prisons françaises, plus de 38 000 détenus, un chiffre record. Environ 12 000 surveillants pour les garder. Ce tic-tac, c'est la minuterie qui égrène le temps accordé aux visites des familles, le temps du parloir, une demi-heure au plus. Un parloir humanisé par le garde des Sceaux avec la suppression de la vitre qui sépare le visiteur du détenu. C'est l'application de cette réforme qui mécontente aujourd'hui le personnel pénitentiaire. Pour la plupart des syndicats, les effectifs ne seraient pas assez nombreux pour assurer la sécurité de ce parloir libre. Les surveillants ont aussi d'autres revendications salariales, notamment. Ils ont donc décidé pour demain une grève des écrous. Traduction, impossibilité pour les détenus de recevoir ou d'envoyer du courrier, de faire tout achat dans les cantines, de travailler dans les ateliers, mais surtout, il n'y aura ni entrée ni sortie de prison, ni transfert, ni présentation devant la justice pour ceux qui doivent être jugés. Alors, dans les prisons, le climat est tendu, y compris comme ici, à Fleury. Il y a une progression des agressions. Oui. Il y a de nombreuses agressions actuellement et ça c'est quelque chose d'intolérable pour le personnel. 4 agressions en l'espace de 48 heures à Fleury-Mérogis. Nous ne sommes pas là, nous sommes pour assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et pas pour servir de souffre-douleur aux détenus. Ils sont donc 3 syndicats, Autonomes, EFO et CGT, à organiser ce mouvement, même au prix d'une confusion possible avec les récentes manifestations des policiers. Nous ne faisons pas de la politique et c'est une question de calendrier. Nous avons été reçus le 8 juin 1983 par Madame Ezrati, directeur de l'administration centrale, et c'est une question de calendrier, ça n'a rien à voir avec les manifestations qui ont lieu dans la police. Pourtant, pour les syndicats proches du gouvernement, il s'agit bel et bien d'un mouvement politique. Quant aux familles, elles espèrent que cette grève ne se durcira pas et qu'on n'aura pas à revivre le temps des mutineries comme en 1974. Au congrès de la Fédération autonome des syndicats de policiers à Strasbourg, le député de l'Allier Jean-Michel Bellorger a dit aux policiers que ces propositions de réforme n'avaient reçu que peu d'application. Le président de la FNSEA à l'Elysée pour la seconde fois depuis l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. François Guillaume a dit très clairement non à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal au marché commun, adhésion dont le principe sera à nouveau discuté lors du prochain Conseil européen à Stuttgart à la fin de la semaine. Nous sommes à la veille d'un sommet important des chefs d'État et de gouvernement à Stuttgart qui doit aborder 2 types de problèmes. Les problèmes de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et également le problème du financement de la politique agricole commune. Alors sur le premier point, nous sommes résolument hostiles à l'entrée de l'Espagne dans la communauté pour des raisons que tout le monde connaît. Nous avons des régions qui produisent des fruits et légumes et du vin qui seraient placées en situation de concurrence difficile parce que les salaires ne sont pas les mêmes en Espagne et que les conditions climatiques sont plus favorables que dans notre pays. Le deuxième point, c'est le financement de la communauté. Vous savez que l'Allemagne, l'Angleterre rechignent à payer le prix
d'une bonne politique agricole et qu'on cherche actuellement à charger un peu plus la France que les autres pays de la communauté, sous prétexte que la France est essentiellement a une vocation agricole, plus agricole que les autres. Les avocats lyonnais de Klaus Barbie abandonnent sa défense. Alain de la Servette et Robert Boyer la laissent donc à Jacques Vergès, cet avocat parisien qui a déjà défendu les membres du FLN et plus récemment d'Action Directe et qui, seul, avait adressé au juge la semaine dernière une demande de mise en liberté provisoire pour son client. Compte à rebours pour Ariane, c'est en principe vers 14-15 heures demain que la fusée française prendra son envol à Kourou en Guyane. Mais Ariane, ce n'est pas qu'une fusée, c'est aussi des installations au sol et des satellites dont on attend beaucoup. Philippe Dumez est déjà sur place. Les promoteurs d'Ariane ont parié qu'il était possible de prendre 30% du marché des satellites que des pays ou des sociétés privées doivent lancer d'ici à la fin du siècle. Tout le développement du programme Ariane avec 4 vols de qualification gratuits, 6 vols de promotion à moitié prix et une grande partie des constructions nécessaires à cette réalisation aura coûté environ 7,5 milliards de francs. Compte tenu de l'enjeu, ce n'est pas considérable, mais si le prochain tir était un échec, le deuxième pas de tir qui est actuellement en construction ne servirait pas à grand-chose. C'est pourtant un beau chantier qui se déroule normalement. Il servira dans 2 ans à lancer des modèles de fusées plus puissantes et donc des satellites plus gros. En attendant depuis presque 1 an que la fusée Ariane est en panne, le carnet de commandes s'est paradoxalement gonflé. Nous avons effectivement augmenté notre carnet de commandes de 50%, puisque nous sommes passés de 2,4 milliards de francs à 3,6 milliards de francs. Les raisons pour lesquelles nous sommes parvenus à concrétiser un certain nombre de commandes, c'est que Ariane est un lanceur qui est tout particulièrement adapté au lancement des satellites automatiques de télécommunications. Et l'intérêt de nos clients ne s'est pas démenti. Bien entendu, nous devons faire nos preuves. Il est cependant certain que le succès du prochain vol est presque un impératif dans la mesure où les futurs clients doivent être rassurés, tout comme les compagnies d'assurance qui n'hésiteront pas à pénaliser fortement Ariane si celle-ci n'est pas suffisamment fiable. Ce sont bien sûr les Américains qui en profiteront avec leurs navettes ou leurs fusées classiques car celles-ci ont accumulé un nombre impressionnant de succès. Il ne faut tout de même pas minimiser les chances d'Ariane. Elles n'ont même jamais été aussi grandes tant on a pris de précautions pour ce prochain vol. Le budget initial du programme Ariane reste pour l'instant dans les normes des prévisions. Avec un succès, cela stimulerait bien l'Europe spatiale qui doute parfois un peu. Quelques chiffres maintenant, le tirage du loto tout d'abord. On vous proposait le 10, le 17, le 20, le 21, le 30 et le 34. Et comme numéro complémentaire, le 43. Les pronostics de Pierre Brest dans le quartier de Vincennes demain, le 13, le 4, le 12, le 14, le 3, le 16, enfin l'As et le 6. En football, le rappel de la victoire de Nîmes sur Tours hier soir, Nîmes qui accède donc en première division, et au Paris Saint-Germain, c'est finalement Lucien Leduc qui succédera à Georges Perroche comme entraîneur de l'équipe de la capitale. En cyclisme, la victoire du Belge Van der Bijn dans le prologue du Grand Prix du Midi Libre à Decazeville. L'arrivée des 5e de la Transat à l'aube, à Lorient, l'équipage du Canadien Mike Birch et du Français Loïc Perron. Pas d'autres concurrents en vue pour l'instant. Philippe Gentot, lui, a gagné la course autour du monde en solitaire. Eh bien, il a été nommé ce matin en Conseil des ministres chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel. En attendant l'arrivée du premier équipage féminin, celui que mène Florence Artaud, un nouveau visage ce soir pour la météo au journal de 20h. Vous la retrouverez souvent lorsqu'Alain Gillot-Pétrin ne sera pas là, car c'est le visage, vous l'avez reconnu, bien sympathique de Brigitte Simonetta. Jetez-vous à l'eau. Allez-y, Brigitte. Oui, avec toujours les prévisions de la météorologie nationale. Et bien demain, nous aurons affaire encore à un anticyclone taquin. Et oui, il nous protège, mais en même temps, il nous apporte le vent froid, le vent du nord. Demain, vous noterez une légère hausse du baromètre, mais en même temps, il y aura des nuages. Et ça n'est pas contradictoire, nous allons le voir avec la photo satellite. Cet anticyclone, il est là.
Il est là, indiqué par ce petit A. Il se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est pourquoi il nous apporte le vent du nord. Mais juste à côté, il y a cette masse blanche. C'est une dépression. C'est donc de l'air instable qui tente de s'insinuer sous l'air stable, sous cet anticyclone qui heureusement est assez fort et permet de l'atténuer. Ce qui nous donne pour demain, sur la carte, après dissipation des brumes et brouillards matinaux, c'est plutôt du beau temps sur le nord, le centre et l'Aquitaine. Un ciel passagèrement, mais vraiment passagèrement nuageux. Très clair le ciel par contre sur la Méditerranée avec le Mistral qui souffle encore. Des passages nuageux un peu plus importants sur l'est, des Ardennes aux Alpes et un peu plus méchants sur l'ouest. La Vendée, la Bretagne et la Vendée qui seront touchés avec un petit peu d'eau. De la pluie très très fine, c'est plutôt du crachin. Le baromètre donc est en hausse. Les températures, elles sont toujours fraîches avec un minimum de 15 degrés sur Cherbourg, un maximum de 26 degrés sur Nîmes et sur Perpignan. Il vaudra peut-être mieux demain garder son gilet. Demain, jeudi 16 juin, le soleil se lèvera à 5h48. Il se couchera à 21h54. Ce sera la fête du Saint-Jean-François-Régis. 3 prénoms, mais pour une seule personne. Super, Brigitte, dans tous les sens du terme. Bon anniversaire à La Croix, nos confrères de La Croix qui fêtent 100 ans, enfin pas tellement les confrères, mais La Croix tout court, avec un album qui rappelle 100 ans d'existence pour ce journal d'inspiration catholique. Voilà, votre dernier journal sera présenté par Hervé Claude aux alentours de 23h15. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver demain à 20h. Passez une excellente soirée, si possible, sur Antenne 2.